La grande, c'est Catherine, la petite, Anne. Printemps 45, le docteur Ulrich filme sa famille à Oberbronn, son village natal dans l'Alsace du Nord. Oberbronn n'a été libéré qu'à la mi-mars et porte encore les stigmates des combats de la libération. « 14 juillet 45, Anne et Catherine à Strasbourg. C'est le 14 juillet de la victoire. » La presse titre « Strasbourg et l'Alsace, dans un élan indescriptible, fêtent le 1er 14 juillet, après 5 années de tyrannie abjecte. » Les tirailleurs algériens qui ont libéré la ville sont à l'honneur. Les Alsaciennes en coiffe ont repris du service. On rend naturellement hommage à la 2e DB du général Leclerc qui a libéré la ville. Elle avait fait le serment à Koufra en Afrique de ne rendre les armes que le jour où le drapeau tricolore flotterait à nouveau sur la cathédrale. Les gymnastes en tenue plus courte qu'avant la guerre. Les partis politiques sont aussi de la fête. Communistes, jeunesse républicaine, un groupe de scouts. Ils ont tous payé un lourd tribut à la guerre par leur engagement dans la résistance. Des paysans du Korsberg montent leurs lourds chevaux de labour comme à tous les grands moments de l'histoire de la ville. La fête se termine le soir à 22 h par un feu d'artifice tiré de la cathédrale. « 5 octobre 1945, une vedette de la Marine nationale remonte le cours de l'île. À son bord, le général de Gaulle qui a choisi d'arriver à Strasbourg par la voie fluviale. Le Rhin ne doit plus être une frontière, mais un trait d'union. C'est le thème du discours très européen qu'il prononce au palais universitaire. Strasbourg, c'est la métropole du Rhin, de notre Rhin, de ce fleuve que nous avons pris longtemps par force pour une ligne de bataille et entre les deux guerres pour un front de bandières, mais qui, aujourd'hui, grâce à notre victoire, devient tout autre chose, devient un lien magnifique de l'Occident. C'est le fleuve de l'Europe, c'est le fleuve de l'Europe occidentale. La reconstruction de la France est inséparable de la construction européenne. De Gaulle, aussi bien que Winston Churchill, l'ont compris. Le 6 août 1950, ils voient leurs espoirs aboutir. On inaugure le Palais de l'Europe, siège du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Un Anglais, le ministre travailliste Ernest Bevin, a été à l'origine de ce choix. Cette grande cité avait été le témoin de la stupidité du genre humain qui essayait de régler les affaires par la guerre, la cruauté et la destruction. L'Europe a gagné le droit de résoudre ces problèmes par des méthodes plus humaines et plus sensées. L'histoire de l'Alsace d'après-guerre va désormais se conjuguer dans les deux temps de la France et de l'Europe. « 30 décembre 1946, la famille Ulrich s'élargit. Le grand appartement de l'allée de la Robertsau du docteur Ulrich et de sa femme, également médecin, compte un nouveau locataire, le petit Marc. Ses deux sœurs, Anne et Catherine, ont l'air intriguées. Bébé ou baigneur? Non, ça pleure et ça bouge tout seul. En cette deuxième moitié des années 40, l'Alsace qui fut avec la Moselle incorporée pendant 4 ans dans le Reich national-socialiste se reconstruit lentement et pense ses blessures. Les réparations sont autant matérielles que morales. Mars 46, un an après sa libération, Bischwiller, petite cité industrielle de 7500 habitants, fête le premier anniversaire de la victoire contre le nazisme et se souvient.
Comme l'Alsace qui compte 5 fois plus de victimes militaires que le reste de la France, Bischwiller a subi de nombreuses pertes. 21 sont tombés sous le drapeau français, 61 dans l'armée allemande, où ils ont été incorporés de force. On dénombre également 30 victimes civiles dans les combats de la libération et 19 morts dans les camps d'extermination. À la gauche du préfet, le socialiste alsacien Neglen. Il est alors ministre de l'Éducation nationale et participe aux cérémonies. Différentes associations ont pris place dans le défilé. Un certain nombre de chars viennent raviver le souvenir de la guerre toute proche. Les internés et les déportés résistants sont suivis par les malgré nous, soldats incorporés de force dans la Wehrmacht à partir de 1942. La vie reprend ses droits. Les stands traditionnels des fêtes foraines sont de nouveau en place. Le temps des kilbes et des mestis est presque revenu. « 1947, Anne et Catherine jouent sur le balcon. La marraine de marque, Suzy Bourg, porte fièrement son filleul et lui fait prendre l'air. La maison est envahie par les enfants. Nous sommes en plein baby-boom. Ce n'est pas seulement une image. Ça grouille, il y en a partout. Le petit Marc fait ses premiers pas. Ça tangue encore. La Baroche, une petite commune des Vosges, au-dessus de Colmar. Lors des combats de la Libération, près de 90% de la localité a été détruite. Monsieur Prudhomme, le boulanger de la Baroche, a filmé ces années de reconstruction. « 14 juillet 1946, deuxième 14 juillet depuis la fin de la guerre. Comme en 1918, le village défile derrière des jeunes filles en costume alsacien. La fanfare municipale ouvre la marche. Tout cela a un aspect désordonné et assez peu cérémonieux. Partout, beaucoup d'enfants, c'est leur fête. Ils sont l'espoir dans l'avenir, mais aussi une Alsace qui semble tout droit sortie de l'imagerie de Hansi. Celle de l'histoire d'Alsace racontée aux petits-enfants de France par l'oncle Hansi, ou encore celle du paradis tricolore. À travers ces fêtes, la volonté de donner une représentation conforme aux stéréotypes qu'a la France de l'Alsace. Une façon comme une autre d'affirmer son identité française.
On cherche aussi à conjurer le passé en supprimant les dernières traces des violents combats. On procède solennellement à l'enlèvement d'un char détruit en décembre 1944. En fait de char-tigre, il s'agit d'un Panther. L'obus tiré par le char français est entré directement dans le canon du char allemand. Seule la radio a continué à émettre pendant 3 jours. Une anecdote entre mille qui fait le récit populaire de la libération de l'Alsace. Une grande partie de la Baroche a été détruite. Comme dans toute l'Alsace, pour parer au plus pressé, on construit des baraquements provisoires. Les toits sont en tôle, c'est ce qu'on appelle à Strasbourg les blèches. Ce sera comme souvent du provisoire qui dure. À Strasbourg, les derniers baraquements construits au lendemain de la guerre ne disparaîtront qu'à la fin des années 60. Ça va vite, tout est préfabriqué. À la différence de la Baroche, Ribeauvillé a échappé aux destructions de la guerre. Monsieur Kugler, photographe, filme sa rue et ses silhouettes familières. Le Capucin de Dusenbach, Paul Sommer, le quincaillier. L'appariteur, Bernard Henry. Monsieur Kugler pose fièrement devant son magasin. Sur la devanture, on peut lire « Contre les difficultés actuelles, acheter, crédit contre paiement ». Monsieur Kugler a le sens de l'humour. Les badauds s'agglutinent devant sa vitrine. Poste TSF, tourne-disque, appareil photo, autant d'objets nouveaux qui commencent à faire irruption dans la petite ville, autant de prémices de la société de consommation. Pour attirer le chaland, Monsieur Kugler projette dans sa vitrine les petits films qu'il tourne. Monsieur Kugler a le sens des affaires. Sa fiancée du moment, Jackie, joue les starlettes. Cheveux défaits, tenue sportive, pose mélancolique, longue jupe romantique. Ribeauvillé, ville de vignobles et d'industrie, c'est aussi l'eau minérale, la fameuse Carola. La petite ville s'enorgueillit de posséder une des plus anciennes piscines d'Alsace, construite en 1895. En été, il y a foule et on a l'air de s'amuser beaucoup dans cette piscine. La paix retrouvée, on coule des jours heureux. Noël 1948, le petit Marc a 2 ans. Il est émerveillé par les Spritzstern. Les petites filles ont reçu une maison de poupées. Marc a beaucoup de mal à tirer son train. Tous ces jouets ont été fabriqués par le docteur Ulrich, mais apportés par le Weihnachtsmann. C'est lui qui, dans l'Alsace du Nord, d'où vient la famille, récompense les enfants sages. À Strasbourg, c'est le Christkindl. Le Père Noël ne viendra que plus tard, dans les années 50. L'après-midi, on se promène du côté de la Vansenau, sur les bords de l'île, un canal de Strasbourg. Août 1949, palais universitaire à Strasbourg, première assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Arrivée en voiture décapotable d'Édouard Herriot, président depuis 1947 de l'Assemblée nationale.
Il est suivi par le héros du jour, Winston Churchill, avec son légendaire cigare à la bouche. C'est lui qui, à Zurich en 1946, a lancé l'idée d'un Conseil de l'Europe. Pour l'occasion, l'aula du palais universitaire a été transformée en hémicycle. Le 12 août, un immense meeting se tient sur la place Kléber. Lorsque Winston Churchill se présente sur le balcon de l'Aubette, il est accueilli par une formidable ovation. On peut lire dans la presse: En français, il salue la vieille cité de Strasbourg, toute meurtrie encore par les blessures de la guerre. Après quoi, il se félicite que ce soit dans cette ville que se prépare une assemblée qu'il espère devoir être un jour le Parlement de l'Europe. Dans ce vieux continent uni, tous les pays et tous les peuples seront libres de penser leur idéal. En 1944, Winston Churchill a pesé de tout son poids contre le commandement américain pour que Strasbourg ne soit pas livrée à l'armée allemande alors qu'elle venait juste d'être libérée. Le Conseil de l'Europe a été lancé officiellement. Il faut lui trouver un bâtiment pour l'abriter. La ville cède un terrain en face du parc de l'Orangerie. Un bâtiment de plus de 20 000 m² est construit en un temps record par un groupement d'entreprises strasbourgeoises. Le 12 mars 1950, les dernières nouvelles d'Alsace font le point. 300 ouvriers travaillent 60 heures par semaine. Les travaux de terrassement terminés, on édifie actuellement les fondations en béton sur lesquelles sera monté l'ossature métallique de l'ensemble. Une fois terminé, l'ossature sera habillée et les poutrelles d'acier disparaîtront dans la masse. Aussi, l'apparence de l'édifice achevé ne différera pas d'une construction normale. En effet, tout a été préfabriqué. Le 6 août 1950, tout est prêt pour l'inauguration officielle. Été 1949. La famille Ulrich campe dans les Hauts-de-Vosges, près du Tannay. Le camping est en pleine expansion. C'est encore une forme de liberté. On peut encore camper en pleine nature, loin de tout, faire du feu. Les chaumes de la crête des Vosges sont un formidable terrain d'exercice pour jouer avec le vent. Rigvir, la perle du vignoble d'Alsace, a été durement touchée par la guerre. Le bourg, qui compte alors un bon millier d'habitants, a cependant conservé tout son charme. C'est l'automne, le temps des vendanges. Tout le village est mobilisé, hommes, femmes et enfants. On fait aussi appel à la parenté et à des ouvriers saisonniers pour récolter le raisin qui demande une abondante main-d'œuvre.
Geste séculaire, immuable. Le temps de la pause, le temps du casse-croûte, moment de détente, plaisir des vendanges. Die Wivele, mit de se trivele. Je seser aus die trivele sin, je lustiger aus die Wivele sin. Die Männle, mit de volle Kennle. Je feller aus die Kennle sin, je lustiger aus die Männle sin. Autre aspect de l'Alsace rurale, la culture du houblon, surtout pratiquée en Alsace du Nord. Pendant la guerre, l'occupant allemand a considérablement limité les superficies cultivées. On est passé de 1350 hectares à la veille du conflit à 558 hectares au moment de la libération. Dans les années 50, la culture du houblon connaît une nette reprise. La Copoudal, coopérative des planteurs de houblon d'Alsace, a joué un rôle décisif. Elle assure aux planteurs le concours de scientifiques et facilite la commercialisation. Pour la récolte, la main-d'œuvre locale est insuffisante. On est obligé de faire appel à des saisonniers allemands. Ils arrivent par train en gare de Strasbourg. Aujourd'hui, le convoi vient du Palatinat. D'autres saisonniers allemands viennent du pays de Bade, tout proche, et franchissent le Rhin au pont de Kehl. Ils sont placés sous la surveillance d'un responsable de la coopérative et d'un policier et conduits aux locaux de la Copoudal. La coopérative les distribue ensuite par village, où ils prêtent main forte à la main-d'œuvre locale. Pour 1000 pieds, 5 à 7 personnes sont nécessaires pendant 15 à 21 jours. Il y avait toujours beaucoup d'ambiance. On chantait des chansons. Hopfe, zopfe, polle, hopfe, stil, dronlun, vers ni consuls blivelun. Cueillir le houblon, arracher les cônes, laisser la queue, qui ne sait le faire, s'en abstiennent. Après séchage, les cônes sont mis en ballot et envoyés à la coopérative à Strasbourg, où l'on procède à leur conditionnement définitif. Les cônes sont prêts. Livrés aux brasseries, ils vont être introduits au cours de la cuisson du mou. Ils sont acheminés dans tout le pays par voie ferrée et par voie fluviale. L'essentiel des transports se fait encore par train et par péniche. C'est seulement dans les années 60 que, peu à peu, le transport routier s'imposera.
L'hiver 51 est un hiver particulièrement rigoureux. Catherine a 9 ans, Anne 8 ans et le petit Marc déjà 5 ans. Se rouler dans la neige, bonhomme, boule. Les parents Ulrich skiaient déjà avant-guerre. Les enfants, à leur tour, apprennent. On va au Champ du Feu, c'est la station des Strasbourgeois. Avant 1940, on allait aussi au Struthof, mais la guerre est passée par là. Les nazis y avaient installé un camp d'extermination. L'industrie alsacienne retrouve ses marques dans les années d'après-guerre. L'Alsace est alors à l'apogée de sa puissance industrielle. C'est l'une des régions de France qui comprend le plus grand nombre d'ouvriers. La potasse est alors le fleuron de cette industrie alsacienne. Entre 1938 et 1953, l'augmentation de la production a été spectaculaire. Multipliée par 3, elle approche le million de tonnes. L'exploitation s'est modernisée et permet des gains de productivité considérables. Cependant, le travail demeure extrêmement pénible. Henri Keller, ancien mineur des potasses d'Alsace, matricule 886. À quoi ressemble un mineur? À un homme cloporte qui gratte du sel à 900 mètres de fond. Si quelquefois il pense être différent de l'autre, c'est parce qu'il s'imagine souffrir davantage, résister un peu moins bien. À y regarder de près, chacun porte en lui le même lourd secret, la souffrance. Il ne s'agit pas d'une souffrance imaginaire ou métaphysique, mais d'une souffrance mesurable en degrés centigrades, en température sèche, en litres de sueur transpirée, en nombre d'écorchures sur la peau où la potasse pénètre comme un acide, comme une langue de feu. Alors, éclatent les fantasmes, tombe la censure, le mineur se raconte tel qu'il est, sans phare et sans mensonge. D'autres mineurs, d'autres chevalements. En France, on a du pétrole, c'est en Alsace. Il fait la fierté du pays, on parle de Texas alsacien, mais la production reste très modeste. Les meilleures années sont déjà derrière, dans les années d'entre-deux-guerres. Une de ces fameuses pompes à balancier caractéristiques des champs pétrolifères de l'Alsace du Nord, de la région de Pechelbronn. On en compta jusqu'à 600. « 2600 personnes travaillent encore dans l'industrie du pétrole au début des années 60. Joseph Kautzmann, ancien mineur. J'ai passé 35 ans dans les mines de Pechelbronn. Je suis descendu au fond, j'avais 20 ans. Et pour moi, c'était la même aventure que celle des chercheurs d'or des Amériques. Comme eux,
Je partais vers l'inconnu et je devais faire mon apprentissage sur place. Les conditions de travail étaient bibliques. Derrière l'apparente prospérité dévoilée par ces images se cachent les derniers moments d'une exploitation multiséculaire. Dès 1950, la décision avait été prise de réduire par palier les effectifs et de fermer les derniers puits au début des années 60. La dernière pompe cessera son activité en 1964. Les filles du docteur Ulrich sont très studieuses, en tout cas devant la caméra de papa. Elles s'appliquent, elles ont dû sortir pour l'occasion leur plus gros livre. Catherine s'en mord les doigts. Anne, elle, se mord les lèvres. Quant à Marc, lui, il préfère jouer. Il a un superbe uniforme de cow-boy. Les petits Alsaciens ne lisent plus Karl May. Ils ne rêvent plus de Winnetou, mais se voient plutôt en Buffalo Bill. Nous sommes en 1951, l'Amérique impose partout dans le monde sa loi. MacArthur a su contenir le communisme en Corée. Retour dans les Vosges à Labaroche au début des années 50. Le tracteur ne s'est pas encore imposé, on circule beaucoup à pied. C'est cependant au village le temps des premières voitures et surtout le triomphe des Vespa. Labaroche est en plein bouleversement, on creuse des tranchées. Nous sommes en 1952, on installe l'eau courante. Fini les longues et souvent pénibles corvées d'eau, surtout en hiver quand il gèle à pierre fendre et que Labaroche est ensevelie sous la neige. La reconstruction du village ne se poursuit que lentement, comme en témoigne le vaste chantier de l'école en 1953. L'instituteur fait encore cours dans des bâtiments provisoires. Leçon de géographie, la classe est studieuse. Dans cette classe d'Alsace, blouse et tablier ne sont apparemment plus de rigueur. Avec le curé, l'instituteur était celui qui avait le plus d'éducation dans le village, et cette position lui apportait le respect de tous. Longue procession, tout le monde s'est retrouvé autour du curé de la paroisse pour la pose de la première pierre de la nouvelle église Saint-Joseph, dont on entreprend en cette année 1955 la construction. Avec l'instituteur et le maire, le curé et le pasteur étaient alors des personnages tout-puissants dans le village. Le frère Médard écrivait « C'est dans le clan des Hères purs, des gros paysans, que se recrutaient les futurs membres du clergé. Les fêtes somptueuses données à l'occasion des premières messes étaient les meilleurs témoins de cette mentalité, comme ce conseil donné aux jeunes filles par leurs parents. « Meidl, in den Hof Conchiro de Dodrine et Jepfor. Fillette, tu peux te marier avec ce garçon. Dans cette famille, il y a un oncle curé. »
Un défilé joyeux à Guebwiller. Nous sommes en 1951. C'est la fête des conscrits de la classe 31. Zicke, zicke, hoi, hoi, hoi! Après le conseil de révision, se déroulaient d'importantes manifestations rituelles qui ont longtemps marqué la vie des villes et des villages d'Alsace. Ce rite de passage à l'âge adulte était rigoureusement codifié. Vêtements, danse, chants. Redlich ist das Conscritleben. Für das Vaterland müssen wir sterben. Bis zum letzten Tropfen Blut. Ja, Tropfen Blut. Ja, wir Conscrits haben Mut. La vie d'un conscrit est loyale. Nous devons mourir pour la patrie jusqu'à la dernière goutte de sang. Oui, goutte de sang. Oui, nous les conscrits, nous avons du courage. Les mêmes, peut-être, 2 ans plus tard, dans les rues de Ribeauvillé. La France est en guerre, loin, très loin, en Indochine. Elle est en train de s'enliser. L'armée a décidé de se joindre au défilé traditionnel du 11 novembre, même dans les sous-préfectures. Les parachutistes remplacent les pompiers. L'affaire tournera dramatiquement. Pris dans la nasse de Dien Bien Phu, l'armée française devra capituler et la France reconnaître l'indépendance des pays d'Indochine. La leçon ne servira à rien et on s'engagera immédiatement dans une autre guerre, coûteuse et inutile, en Algérie. Vacances au Tyrol de la famille Ulrich avec les grands-parents en 1952. Les Alsaciens aiment cultiver leurs affinités autrichiennes. On va surtout dans le Vorarlberg, au dialecte voisin, et au Tyrol. Les Ulrich y passent leurs vacances d'été 4 années de suite dans la région de Miders. On se baigne dans le lac de Seefeld. Ce n'est pas très profond, c'est pratique pour les enfants. Le grand air, ça creuse. Marc a de l'appétit. Autriche oblige, Anne est en Dündel, le costume national autrichien. Un défilé beaucoup plus pacifique, il a pour théâtre les rues de Strasbourg. C'est le grand cortège artisanal du 3 mai 1951, organisé par la Chambre des métiers d'Alsace. Ce cortège se veut la réplique du célèbre défilé organisé en 1840 lors de l'inauguration du monument Gutenberg. L'opposition républicaine en avait alors profité pour se manifester au grand jour à Strasbourg. En 1951, il s'agit surtout d'affirmer la toute-puissance et la pérennité des corporations d'artisans maintenues en Alsace grâce au droit local. L'Avant-Garde du Rhin, association catholique des sportifs d'Alsace, qui compte parmi les plus solides piliers du centrisme, organise les 5 et 8 juillet 1952 un grand rassemblement gymnique. Pierre Pflimlin, ministre MRP et futur président du Conseil, prendra l'année suivante la présidence de l'Avant-Garde du Rhin. La gymnastique, partout ailleurs délaissée, demeure au cœur des grands rassemblements sportifs alsaciens.
Elle témoigne encore, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'une très grande vitalité, faisant même preuve d'une certaine capacité d'adaptation. Ainsi, après-guerre, un rayon sportif féminin est introduit, non sans peine. Il est vrai que les femmes viennent de conquérir le droit de vote. Très sérieuses, les dernières nouvelles d'Alsace notent. Les habitants de Strasbourg accueillent chaleureusement les gymnases de la FSF, qui a pour nouvelle devise d'ouvrir l'esprit des jeunes à la discipline, de développer leurs aptitudes physiques et morales, de mettre dans leur cœur l'amour du pays. La ville de Strasbourg, qui sert de cadre à ces manifestations traditionnelles, est cependant en pleine mutation. Elle s'étend et se transforme. Partout, de nombreux chantiers s'ouvrent, comme ici, celui de la rue de Horfelden. Bulletin du conseil municipal. Le conseil municipal a voté le 16 juillet 1956 un crédit de 53 millions de francs pour le transfert des voies du faisceau sud de la gare de marchandises de Cronenbourg en vue de la réalisation de la rue de Horfelden. Cette rue est destinée à établir une liaison plus directe avec les quartiers est de Cronenbourg, de façon à décharger la route de Mittelhausbergen. Le trafic de voitures reste encore très modéré. Le vieux tram strasbourgeois tient encore le haut du pavé et assure une grande partie des déplacements de la population. Jean Muckensturm, employé à la caisse primaire d'assurance maladie, le filme amoureusement. Il est fils de Tramino. Le contrôleur, c'est son père, Jean-Baptiste Ciambatis. « 1956, Mendes France est président du Conseil. Les enfants de France boivent du lait à l'école. La guerre d'Indochine est terminée. La guerre d'Algérie commence. Enfance bourgeoise. Anne joue avec sa perruche. Marc joue du violon. Catherine l'accompagne au piano. Elle a 14 ans. Elle va bientôt faire sa confirmation. Les Ulrich sont protestants. La ville bouge. Le pays, lui aussi, connaît de grandes transformations. En 1958, le général de Gaulle a été porté au pouvoir. La guerre d'Algérie n'en finit plus. La 4e République s'est effondrée. Le Strasbourgeois Pierre Pflimlin en a été le dernier président du Conseil. Hunspach, novembre 1959. Le maire Michel Nice, revêtu pour l'occasion du costume traditionnel, reçoit le général de Gaulle chez lui. À la droite du maire, le conseiller général Frédéric Schillein. Il a proposé la commune d'Unspach comme village éminemment représentatif du monde rural alsacien. De Gaulle est un familier de l'Alsace et aime à y retourner. Il y a de solides soutiens. C'est à Strasbourg qu'il a lancé en 1947 l'appel pour la constitution de son parti, le RPF, Rassemblement du peuple français. On peut lire dans la presse: Le président, après avoir salué les enfants en costume et la musique folklorique, regagna sa voiture. Au son de la marche Alsace-Lorraine, la caravane officielle s'ébranla pour se diriger vers Chenanbourg. Encore un défilé. Il a l'air plutôt joyeux. C'est pourtant un enterrement, celui du dernier tram de Strasbourg.
La municipalité de Pierre Pflimlin a décidé de remplacer le tramway par des autobus. C'est plus moderne. Le tout-voiture triomphe alors. Les dernières nouvelles de Strasbourg titrent « Le tramway est mort, vive le bus !» L'enterrement eut un immense succès. Tout se déroula sous le signe de la bonne humeur. Certains cependant étaient mélancoliques, car nombreux furent le long du parcours les vieilles gens qui ont vu défiler en même temps que les anciens véhicules les souvenirs heureux de leur jeunesse. La suppression du tramway entraîne d'importants travaux de voirie. Les rails sont arrachés ou recouverts, comme ici, rue du 22 novembre. La place Kléber est réaménagée afin de créer un grand axe est-ouest permettant de faciliter l'accès des voitures au centre-ville. On efface aussi les dernières traces des bombardements de septembre 1944. Ils ont fait 574 morts, touché 5000 bâtiments, dont près de 500 ont été détruits. En 1962, les autobus bleus de la Compagnie des transports strasbourgeois ont envahi la ville. Frédéric Schielein, que nous avons découvert aux côtés du général de Gaulle en 1958 à Hunspach, va recevoir la Légion d'honneur à Strasbourg, à la salle de la Moresse. Schielein, c'est le grand monsieur à la moustache noire. Le préfet lui remet sa médaille. Il reçoit en cadeau un magnifique téléviseur Philips noir et blanc. Dans la presse, on peut lire. C'est avec une très vive satisfaction que nous venons d'apprendre la nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur de M. Frédéric Schielein. Le gouvernement a tenu à honorer par là un des meilleurs fils de l'arrondissement de Wissembourg qui, sur le plan local, régional et départemental, s'est toujours dépensé et se dépense encore jusqu'à la limite de ses forces en faveur de ses concitoyens. Frédéric Schielein est alors conseiller général de Sulz, maire de Merkwiller-Pechelbronn, président de la Confédération générale d'agriculture du Bas-Rhin, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Bas-Rhin, président de la coopérative laitière de Wissembourg et environ. Figure classique d'un notable alsacien sur lequel reposait alors l'essentiel du pouvoir politique. À travers le cumul des mandats s'organisait le contrôle du pouvoir. « 1956, confirmation de Catherine. Elle a revêtu la tenue traditionnelle propre à l'Alsace qui l'a fait ressembler à une jeune mariée. La confirmation comme la communion est un moment important dans la vie de l'enfant. Pour la plupart, elle correspond encore à l'âge où l'on quitte l'école, où l'on quitte l'enfance pour entrer dans le monde des adultes. Le repas traditionnel rassemble toute la parentèle. Le nombre d'invités témoigne de la puissance et de la fortune de la famille. Promenade digestive après le long repas de fête dans la forêt de la Robertsau.
Il n'y a pas que Strasbourg qui connaisse de profondes mutations. Toute l'Alsace est touchée. Les campagnes se vident. Il y a encore quelques chevaux, mais ils sont remplacés par des tracteurs. L'agriculture se mécanise, la ferme se transforme en résidence pour urbains. Des pans entiers de l'industrie régionale disparaissent. Nous sommes à Merkwiller-Pechelbronn. Un vieux puits à balancier est installé au cœur du village. Il devient attraction touristique. À l'école, le mobilier est fonctionnel, l'espace est adapté à l'enfant. On n'instruit plus, on éduque. La didactique est remplacée par la pédagogie. L'enfant est roi. Une autre conception de l'école, une autre conception de l'enseignement. Le vieil appariteur, cependant, continue à parcourir le village en vélo pour les annonces officielles. On continue à se marier. Les générations se succèdent. Frédéric Schielein marie son fils Paul. Comme autrefois, on parcourt les rues du village en cortège. On ne tire plus des coups de feu, mais on jette des pétards. Joseph Kautzmann, ancien mineur. Aujourd'hui, les tours de mines sont démantelées. Les pyramides d'éthéril s'affaissent et se nivellent. Dans la cour de la ferme, les auges sont garnies de géranium et seules les écuries sont encore habitées, mais seulement en été, par un couple de touristes hirondelles. Sous nos pieds, dans les profondeurs, les galeries s'effondrent et se comblent, une à une. La terre referme les plaies que nous lui avons taillées. Déjà, elle a tourné la page de notre épopée. À Strasbourg, à côté de la vieille ville, de la ville allemande, des faubourgs traditionnels, est née dans les années 60 une nouvelle ville, celle des cités. Elles accueillent ceux qui, avec l'exode rural, quittent la terre, mais aussi les pieds noirs que chasse la guerre d'Algérie, et la main-d'œuvre étrangère à laquelle on fait alors massivement appel pour nourrir la prospérité de notre pays, les immigrés. Les grands ensembles représentent alors pour la plupart de leurs occupants une amélioration considérable de leurs conditions de logement. Les cités étaient alors porteuses d'espoir et de progrès, comme le nouveau campus qui est construit à côté de la vieille université, dont les locaux sont devenus trop exigus. L'université s'ouvre aux enfants des classes moyennes. Pas assez vite. Nous sommes en 1968, les étudiants, bientôt suivis par les ouvriers, vont pendant près d'un mois bouleverser le pays. Le temps des grands ensembles, c'est aussi le temps des vacances en masse, le temps des grands départs, des embouteillages sur la Nationale 7, des plages surpeuplées. La rupture s'est faite dans les années 50. Les Ulrich, dès 1956, passent leurs vacances sur la côte méditerranéenne, sur le golfe de Juan-les-Pins, dans un camping. Le temps des grands hôtels, des plages désertes, du camping sauvage est révolu. Catherine a troqué sa robe de communiante pour le fameux bikini, une invention de l'après-guerre. Le bronzage intégral n'est pas encore à la mode. Marc a 10 ans, il aura 22 ans en 1968, 54 en l'an 2000. Avec les années 60, la société de consommation triomphera.
insensiblement, on basculera dans un monde nouveau avec de nouvelles valeurs. Plus tard encore, avec les années 70, le premier choc pétrolier, la crise. C'est une autre histoire.